Parc le plus visité de Belgique, conçu comme un immense jardin des mondes, il emmène les visiteurs de l'Afrique à l'Asie grâce à ses merveilles architecturales et une grande diversité animalière. À Paradise, plus de 5000 animaux vivent sous la responsabilité des soigneurs tout au long de l'année. Le petit Tawane a une marraine, c'est Stéphanie de Monaco. Ça fait plaisir de la rencontrer, elle était vraiment super chouette. Elle a le ventre qui a fort gonflé, les mamelles qui sont devenues vraiment très grosses et fort visibles. Donc généralement, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ah, ici, le premier qui est sorti, c'est Philippe. Ça a l'air de marcher, hein, notre petit enrichissement dans le bambou. Il a l'air d'aimer ça. Il a vite trouvé le truc. Oui. On va s'éloigner peut-être de l'entrée pour pas qu'elle nous voie, sinon... Les naissances, c'est toujours un moment super, mais aussi un peu stressant parce que forcément, les petits, quand ils naissent, ils sont quand même plus fragiles. Bon, on va aller voir si on sait apercevoir le petit. On essaye de passer plusieurs fois par jour pour voir si tout va bien, si tête bien et si j'ai toujours dans la poche. On voit un petit truc, non? On voit la petite... on voit la queue qui dépasse. Allez les gars, à table. Ouais. C'est malheureusement 3 mâles, donc ils sont toujours très chauds. C'est toujours très délicat de les nourrir ensemble dans un petit espace comme ça. Tu montes sur le caillou. Non, tu montes sur le caillou. Il est 8 heures. Le parc se réveille dans la brume du matin. Dans la réserve, c'est l'heure de la traversée des éléphants, escortés par les cornacs et Flo. Donc voilà, Mala, suivi du petit Tawane. Ensuite suivi de sa maman, Kainene. On a Malay, Soraya, Amiti, Nangfa, Farina et Aïchame. La balade matinale, c'est une tradition pour la tribu éléphant, mais aussi pour ceux qui prennent soin d'eux. Peu de parcs pratiquent le contact direct entre les soigneurs et les pachydermes. À Paradise, cette balade est un enrichissement comportemental, une proximité et une liberté auxquelles tiennent particulièrement les soigneurs. Ça, c'est un des moments que je préfère. C'est vraiment un moment privilégié où on peut se balader avec les éléphants dans la réserve, les suivre. C'était vraiment magique aujourd'hui parce qu'il y avait assez bien de brume. Vraiment super beau, super agréable à voir, vraiment. Mais si les éléphants sont généralement calmes et dociles, l'équipe doit veiller à la sécurité de tous. Quand on travaille avec des éléphants, c'est des risques que l'on prend tous les jours. Je fais 60 kilos tout mouillé, elles font 500 kilos, jusqu'à Chamoudi qui fait 7 tonnes d'œufs. C'est le plus grand mâle asiatique d'Europe. On ne fait pas fort le poids. Et justement, c'est là où les tailles nous aident vraiment un maximum à comprendre l'éléphant et à comprendre la discipline à avoir avec les éléphants. Il y a quelques jours, c'est une invitée de prestige qui a rejoint la tribu pour cette balade. La princesse Stéphanie de Monaco est très attachée aux éléphants. Il y a 4 ans, elle a recueilli 2 éléphantes menacées d'euthanasie et a créé une fondation pour prendre soin d'elles. C'est cette bonne fée qui a accepté d'être la marraine du petit Tawane. Ils ont préparé du tas de sable juste devant nous. Ah oui, nous on a le même. On est tous super contents que ce soit la marraine parce qu'on connaît tous l'amour qu'elle a pour les éléphants aussi. Ça fait plaisir de la rencontrer, elle était vraiment super chouette. Une caresse princière qui a quelque peu intimidé l'éléphanto. Ce matin, Tawane est une nouvelle fois impatient d'aller à la rencontre du public. Dans l'enclos intérieur des hippopotames, des caméras de surveillance ont été installées. Les soigneurs ont remarqué dans le box de la femelle Nema des taches blanches sur le sol et un changement de silhouette. Mis à part les taches de lait qu'on peut voir ici, sinon rien d'autre au niveau de son comportement qui a changé ou dans les images qui peut nous montrer quelque chose de différent. Alors, Damien s'interroge. Nema serait-elle enceinte? Elle a le ventre qui a fort gonflé, les mamelles qui sont devenues vraiment très grosses et fort visibles comparées à d'habitude. Elle a eu quelques pertes de lait,
Donc généralement, ce sont des signes qui ne trompent pas. Les soigneurs pensent que Nema est enceinte. Ils décident donc de la laisser sous surveillance à l'intérieur. Mais cela n'est pas du goût de Monsieur Emilio ni de leur fils de 4 ans, Kibo. Emilio, viens mon gros. Allez, viens. D'habitude, on sort nos 3 hippopotames toujours ensemble. Du coup, vu que Nema est isolée, ça leur pose un problème. Emilio et Kibo, ils ont vraiment du mal à se dire qu'ils doivent aller dehors sans Nema. Emilio vient saluer sa douce. Il n'a visiblement pas envie de rejoindre le grand bassin sans elle. Ils ont tellement eu l'habitude d'être tout le temps ensemble. Là, le moindre changement, ça les perturbe vraiment. Du coup, les soigneurs décident de cacher la femelle. On déplace Nema pour justement bloquer le contact visuel entre la femelle et les 2 mâles qui doivent sortir. Reste là pour refermer la 14. Il est l'heure du nourrissage public. Pas de temps à perdre, les soigneurs passent à l'action. Emilio! Damien va tenter de les attirer à l'extérieur avec des pommes. Allez, hop. Comme Emilio! Mais sans succès. L'estomac d'Emilio finit par avoir le dernier mot. Emilio est dehors, hein. Si tu fermes la 14, on peut sortir un par un. Il reste Kibo à sortir, mais il refuse de quitter sa maman. Alors les soigneurs actionnent le plan B. Les 4 autres bambous là-bas qui sont prêts. Ok, ça va. Ben, comme ça, on va à chaque fois avancer et faire barrière. Allez, Kibo, on suit. Hop. Ok. Les soigneurs utilisent un bâton comme barrière dissuasive afin d'éviter un demi-tour. Allez, Kibo, on y va. Hop. Et même face à un animal qui pèse entre 3 et 5 tonnes et peut courir jusqu'à 30 km/h, la technique fonctionne. Ok, good boy. Kibo sort aussi. Ok, super. Emilio et Kibo sont enfin dehors, mais la partie n'est pas encore gagnée pour Damien. Viens, mon go. Il faut réussir à les amener jusqu'au bassin parce que c'est là qu'on fait le nourrissage public. Du coup, on essaye de les attirer avec tout ce qu'on peut, avec de la nourriture, on les appelle. Super, Mimi. Et puis maintenant, bah, du coup, 11 h et ce sera le nourrissage public. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon. Les visiteurs sont venus nombreux admirer la nage des hippopotames sous l'eau. Il y a énormément de monde. C'est assez compliqué de se frayer un chemin. Les gens attendent vraiment ce spectacle. Pardon, excusez-moi. Attention, merci. 3 tonnes le mâle. Papa Emilio et le petit Kibo semblent avoir oublié Nema et prennent la pause devant les visiteurs. Seront-ils bientôt rejoints par un bébé? Affaire à suivre. Les hippopotames, ils ont l'air gentils, derrière la vitre comme ça, ils sont paisibles. Mais ça n'en reste pas moins un animal très dangereux. Il faut vraiment être sur ses gardes. Viens, Tchépé. Tchépé. Ah, mais ça, c'est bien. Christiane est une pro des primates. Tu vois, Elle présente à Alexis, le stagiaire, les nouveaux singes hurleurs arrivés récemment dans le parc. on les appelle singes hurleurs parce que dans la nature, pour marquer leur territoire et aussi pour le moment de la reproduction, pour attirer les femelles, eh bien, ils crient. Moi, j'aime bien travailler avec Alexis parce que, bon, il est calme comme stagiaire et c'est un chant qu'on peut entendre à 6 ou 8 kilomètres dans la forêt. Le stagiaire est tombé entre de bonnes mains. Madame Christiane est didactique et passionnée. Elle va lui enseigner les secrets de préparation des enrichissements originaux. Alors, on va leur mettre un tout petit peu de miel, pas grand-chose, si ça descend. Et on va leur coller un petit peu de graines. On va voir si
ils vont bien comprendre le système. Voilà. Premier enrichissement terminé, Christiane passe à la deuxième leçon du jour. Voilà, c'est ce panier. Alors moi je mets un petit peu de rosier et puis un petit peu de leur nourriture. Et on va aller leur mettre ça à l'extérieur. Voilà, donc ici tu es sur leur île. On peut mettre par exemple le panier ici, on va l'accrocher. Voilà, le rondin, on va le déposer là au milieu. Comme ça c'est bon? Ce serait peut-être plus facile si tu le mettais là où il y a 2 cordes. Voilà, il aura plus facile pour aller. Alexis apprend vite. Il faut dire que Madame Christiane est une excellente prof qui donne de sa personne. Il faut être alpiniste aussi avec eux. Hein. Je peux lui apprendre à soigner les animaux et on travaille vraiment en symbiose à 2. Ça te plairait de faire ce métier? Ah oui, oui. Ah. Je fais des études justement pour devenir soigneur animalier. Donc, Ah, ben c'est bien, c'est très gai. Tu as bien raison. On va les faire sortir maintenant. Oui. Chepe et Philippe s'impatientent. C'est l'heure de la dégustation. Donc, ici, le premier qui est sorti, c'est Philippe. Grâce à ce système de double corde, les primates peuvent se déplacer facilement sur toute l'île. Ils utilisent leur queue comme une 5e patte et sont donc les rois de l'agilité. Chepe suit Philippe de près et il a déjà repéré la nourriture. Ça a l'air de marcher, hein, notre petit enrichissement dans le bambou. Il a l'air d'aimer ça. C'est ça. Il a vite trouvé le truc. Oui. La gourmandise lui donne des ailes. Chepe est malin comme un singe. Il a l'air intéressé par nos petits enrichissements. Eh bien, maintenant, on va aller s'occuper des siamangues. On va les laisser manger. D'accord. OK? Voilà. Les siamangues sont des petits singes originaires de Malaisie et d'Indonésie. Cette île est leur territoire. On va cacher des petits morceaux de céleri rare. Et on repasse comme... On va ouvrir le passage, comme Moïse. Et après avoir marché sur l'eau, Christiane va ouvrir le chemin du paradis aux joyeux siamangues. Les siamangues font partie de la famille des gibbons. Ils se déplacent avec une extraordinaire agilité en se balançant de branche en branche grâce à leurs longs bras minces et souples. Ils se nourrissent surtout de feuilles et de fruits, mais aussi d'insectes et d'œufs. Pour Philippine et Thomas, c'est l'heure du soin. Un alpaga s'est blessé et il faut désinfecter la plaie. Mais l'animal n'aime pas les docteurs. Il va falloir ruser. Tu vas à droite, je vais à gauche? Ouais. Donc on la bloque comme on fait d'habitude? Oui. Ça va. Comme ça fait plusieurs fois qu'on réalise ce traitement, elle le sait et donc elle est de plus en plus difficile à attraper. Dès qu'elle nous voit, elle se sauve. Elle commence à connaître le piège. Hein. Heureusement pour les soigneurs, l'alpaga crache moins que son grand cousin le lama. Originaires d'Amérique du Sud, ils sont connus pour leur laine de qualité, mais n'ont pas le caractère de gentils moutons. Ok, ça va être bon. Ouais, le piège se resserre. Tu tiens son oreille. Et la blessure est quand même assez importante, mais elle ne s'infecte pas, donc il n'y a pas de souci. On continue à mettre le produit pour que ça cicatrise mieux. Voilà. C'est bon, tu peux la lâcher. Ah, elle n'aime pas ça. Non loin de là se trouvent les capybaras, eux aussi originaires d'Amérique du Sud. Leur enclos est au bord de la rivière car ce sont d'excellents nageurs capables de rester 5 minutes sous l'eau grâce à leurs pattes palmées. On les appelle aussi cochons d'eau. Ce sont les plus gros rongeurs du monde. Aujourd'hui, la météo est maussade, alors Philippine et Thomas vont rendre visite à cette jeune maman et ses 2 bébés qui profitent de la lampe chauffante. Bon, on va pas pouvoir les sortir dehors, malheureusement, il fait trop mauvais.
On va s'éloigner peut-être de l'entrée pour pas qu'elle nous voie, sinon on va faire le tour. Maman est méfiante, mais elle a très envie de se dégourdir les pattes. Elle était déjà craintive de base comme ça, parce qu'il me semble qu'elle était moins quand elle n'avait pas encore ses jeunes. Oh non, non, elle a toujours été un peu craintive et alors, c'est sûr que maintenant qu'elle est ses jeunes, elle est un peu plus haut, sur la défensive. Les naissances, c'est toujours un moment super, mais aussi un peu stressant parce que forcément, les petits, quand ils naissent, ils sont quand même plus fragiles. Et donc, il faut toujours faire attention déjà que la maman s'en occupe bien, qu'ils mangent bien, qu'ils n'aient pas de problème de malformation, tout ça. Ils sont très réceptifs, je trouve, et très réactifs. Tu sais, ils ne tiennent pas en place. C'est ça qui est assez chouette aussi de voir au niveau de leur comportement. Dès que la météo sera plus clémente, les petits pourront rejoindre leurs copains dans l'enclos extérieur. Direction la cité des Immortels avec Jérémy et Jordi. La mission du jour, apporter du bambou au couple de pandas roux dans leur nouvel espace. Bonjour Gwen. Là, nos deux petits pandas roux, ils ont déménagé il n'y a pas longtemps. Du coup, ici, on va, comme tous les jours, on va les nourrir. En même temps, on va inspecter s'ils vont bien. Ah, il est grimpé. Youchou, le mâle, se réfugie dans l'arbre. Mademoiselle Gwen attend de pied ferme sa nourriture. Youchou, là. Toujours un peu plus peureux, hein. Allez, poulet. La gourmandise de Youchou l'emporte sur sa timidité. Il vient chercher le raisin directement dans la main du soigneur. L'avantage avec les pandas roux, c'est qu'on peut facilement leur donner à manger à la main. Donc ça va nous permettre de mieux les voir, de les voir de plus près. Et alors on peut faire du training, donc on peut les faire se lever, pouvoir palper le ventre pour voir si on sent fort les côtes, s'il y a une blessure qu'on puisse pouvoir mettre la main dessus. Alors il y a des jours où il se laisse faire, et il y a des jours où il n'a pas envie, donc on ne les force pas. Mais ici, ça va. Le jeune couple est en pleine forme. Youchou engloutit son petit déjeuner et retourne vite dans son arbre préféré. Mais lui, une fois qu'il a eu ses friandises, on le voit plus. Les soigneurs installent le bambou dont les pandas raffolent avant de continuer leur tournée. Bon, attends-toi les petits gars. Direction l'Australie avec Jérémy. Donc on a eu un jeune kangourou récemment. Bon, on va aller voir si on sait apercevoir le petit. On essaye de passer plusieurs fois par jour pour voir si tout va bien, s'il tète bien, s'il est toujours dans la poche et si l'état général de la maman va bien aussi. Il y a deux espèces de kangourous dans le parc, les gris et les roux. Chez les kangourous roux, le mâle est roux, logique. Mais la femelle est grise. Pas facile de s'y retrouver, on vous l'accorde. Mais en les observant bien, on finit par les distinguer. Le kangourou roux vient bien entendu d'Australie et est la plus grande espèce. Le mâle peut atteindre 1,80 m pour 85 kg, comme un homme adulte. C'est un mammifère, mais aussi un marsupial. Le bébé naît sous forme d'embryon et poursuit son développement dans la poche de sa maman. Après seulement 33 jours de gestation, le bébé kangourou naît. Il est minuscule, aveugle et ne pèse qu'1 gramme seulement. Il remonte alors tout seul jusque dans la poche de sa maman où il pourra téter le lait et continuer à grandir pendant 8 mois. On voit un petit truc, non? On voit la petite... on voit la queue qui dépasse. Mais il est déjà bien gros, hein. On peut parier. Moi, je parie pour un mâle. On a souvent des mâles, à mon avis. Ouais. Mâle ou femelle, le petit se fait bien discret et n'est pas décidé à pointer le bout de son museau. Pour le moment, on ne le voit pas beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'entrepercevoir un peu sa tête de temps en temps. On voit bien la poche remuer, donc je pense que c'est un petit nerveux. Le jardin des kangourous est traversé par un train à vapeur datant des années 50 et entièrement remis à neuf. Grâce à un système de portes, la locomotive peut donc pénétrer dans l'enclos en toute sécurité. Mais aujourd'hui, une petite maline en profite pour se faire la malle.
Jordi et Jérémy interviennent. Ah, attends, parce qu'il va peut-être réussir à la repousser. Ouais, attends. Allez, mes mères. Parfois, on a des petits problèmes techniques. Donc aujourd'hui, il y a une des portes qui a eu du mal à se refermer. Et malheureusement, on a une des femelles kangourous qui a réussi à passer. C'est bien. Il n'y en a qu'une. Ouais. Heureusement, tout a été prévu. Une deuxième porte fait barrage à la petite fugitive. Allez, asseyez-vous maintenant. Ils veulent. Le train peut repartir, mais lorsque les soigneurs ont le dos tourné, Mademoiselle fait une nouvelle tentative. C'est encore la même. Il a... Faire attention qu'elle n'aille pas au milieu. Je vais appeler le dispatching, Jérémy. Oui, j'ai une porte qui est restée ouverte au niveau de l'Australie. Tu sais venir voir pour la fermer? Ou alors, moi, je sais pas comment je dois faire. Ici, au niveau des éléphants, dès que j'arrive au niveau de la gare, j'irai jusqu'à là-bas. Ouais, il va pas arriver tout de suite. La porte sera vite débloquée, mais en attendant, les soigneurs vont devoir jouer les babysitters. Le Mersus Emergo, c'est le nom de cet énorme bateau qui a jeté l'ancre il y a 15 ans dans le parc. À l'intérieur, de nombreux reptiles vivent dans les soutes du bateau. Iguanes, caméléons, araignées ou serpents, ils profitent tous des vivariums et bassins aménagés dans l'ancien baleinier. Pascal prend soin de tout ce petit monde. Il est aussi le fondateur d'une ASBL, Carapace, installée dans le bateau. Sa mission, recueillir les reptiles et amphibiens abandonnés par les particuliers ou saisis par la police. C'est majoritairement des abandons. Donc la personne décide d'avoir un serpent, et puis un jour ou l'autre, on abandonne, on veut passer à autre chose, et voilà, c'est pour nous. Pascal est donc le papa d'adoption de tous ces abandonnés. Sa pension affiche complet. Pourtant, pas question pour le soigneur de refuser ou d'abandonner un animal. Alors, pour sensibiliser et partager les soins quotidiens avec les visiteurs, le parc a tout de même trouvé le moyen de montrer une partie des pensionnaires. Des toilettes au miroir sans teint permettent de se laver les mains en observant la quarantaine. Ce matin, Pascal se rend chez Alpha, Bravo et Charlie, 3 magnifiques varans de Komodo. Une démarche préhistorique, des longues griffes pointues et une langue fourchue lui ont valu le surnom de dragon. Le varan est la plus grande espèce de lézard au monde. Il mesure entre 2 et 3 mètres. Il ne reste plus que 4 à 5 000 individus en Indonésie centrale, principalement sur l'île de Komodo. C'est un animal qui a la gueule remplie de bactéries mortelles. Donc il tue ses proies comme ça, il saute sur sa proie et il attend que sa proie décède, on va dire. Et puis c'est un vrai charognard, ça chasse en bande. Donc il y en a un ou deux qui vont repérer la proie, il y en a un ou deux qui vont sauter dessus et le reste attend bien calmement. Et puis après, une fois que l'animal décède, même après une semaine, tout le monde mange la même proie. Pascal rejoint son collègue Gérald dans les backstage pour nourrir les 3 mâles avec aujourd'hui un menu des plus alléchants. T'as décongelé les rats? Ouais, tout est prêt. Tout est prêt. Ben, on y va alors. Je te laisse ça. Je rentre d'abord, comme d'hab. Mon petit bouclier, ma petite séparation et ma brosse. Allez les gars, à table. Ouais. Pascal entre avec sa tenue de combat, une planche et un balai. Poussez. Allez, avancez, tu peux fermer, Gégé. Allez, par là, les gars. Par là. Allez. Les varans ne sont pas agressifs avec les hommes, mais Pascal et Gérald prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter une morsure. On attend. Tu peux venir, Gérald. Allez. C'est malheureusement 3 mâles, donc ils sont toujours très très chauds. C'est toujours très délicat de les nourrir ensemble dans un petit espace comme ça. Donc on a inventé un petit système provisoire. Ils ont chacun un nom, chacun un target d'une couleur. Donc chacun à son tour vient manger, quand je les appelle, en fonction de la couleur sur le caillou, pour toucher le target. Et à ce moment-là, seulement et à ce moment-là, et seulement cet animal-là peut avoir à manger, quoi.
D'abord Alpha, mais tu montes sur le caillou. Non, 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 non. Non, tu montes sur le caillou. C'est sur le caillou. Allez, comme. Non, non, c'est d'abord Alpha. Vous vous poussez. C'est bien. Vas-y, tu peux lui donner. Allez. Il fait toujours aussi chaud ici. Allez. Bravo, c'est à toi. Allez, Alpha, tu descends. Allez, hop. Ah, t'es prêt? Allez. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu peux lui donner. C'est bien. En tout cas, ma voix, ils la connaissent. Ils sont sensibles à ma voix et à leur nom. Et alors, certainement à la couleur. T'as avalé? Change de couleur. Allez, Charlie. Le pauvre, il doit toujours attendre le dernier. Allez, Charlie. Allez. Allez. Oui, mais il y a encore Bravo qui est en dessous. Allez, descends, Bravo. Allez, psst. Allez. Allez, Charlie, monte. Allez, viens sur le caillou. Voilà, c'est bien. T'as un cran. Allez. C'est bon. C'est quand même plus agréable quand ça se passe bien. Voilà, les gars. Les Varans reçoivent 3 rats chacun, 2 fois par semaine. Aujourd'hui, ils ont 10 sur 10 pour la discipline. C'est bien, on était sages. Cool. Ces Varans mesurent 1 mètre et n'ont pas encore atteint leur taille adulte. Ils déménageront bientôt dans un nouveau terrarium géant. On va leur faire un bel enclos, beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'espace. La grosse nouveauté, c'est que voilà, je me retrouve avec un truc qui mange des fruits, un autre qui mange des légumes, un autre qui mange de la viande. Enfin, c'est... Ezra! C'est comme mes bébés, ça je vais pas le cacher. Même quand je vais manger, ils sont avec moi. Ok. Il faut qu'on prépare notre mer pour faire les changements d'eau sur nos bacs. Malheureusement, nous ne sommes pas à côté de la mer, donc on la crée nous-mêmes. On ferme les portes pour être sûr, peut-être? Le mouton bleu, c'est un mouton qui peut faire des bonds de plus de 6 mètres. Attention là.